Star Trek pour les nuls. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Salut Dragor, comment ça va ? Salut, je suis content d'être de retour. Ah mais c'est génial de réentendre ta voix. Alors on en parlait avant de lancer l'enregistrement, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on s'était pas parlé. Et enfin, si j'étais venu pour les émissions de petites et Pauline et Thierry in the Evening, mais voilà, là ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas réenregistré ensemble, donc moi aussi ça me fait super plaisir, surtout que le sujet ce soir c'est toi qui nous l'as imposé. On va y revenir dans une minute. Imposé. Comment ça ? J'ai dit, est-ce que quelqu'un a une idée ? T'as proposé, t'as été le seul à proposer, personne d'autre C'était donc ça, ce couteau sous la gorge, c'est donc ça. Et donc vous avez entendu les douces voix de Guillaume. Salut Guillaume, ça va ? Ça va et toi ? Et le chat, et les auditeurs, et tout le monde. Oui, ça va très très bien. Et salut Margot, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très très bien. J'espère que tout le monde va bien aussi. Oui, je pense que tout le monde va bien. Salut Archer et salut Papa Chat sur le chat. Comment allez-vous ? Toujours comme d'habitude sur le Discord, on peut réagir en direct. Ou alors, vous pouvez nous écouter soit sur les ondes de Galaxy Pop, ou alors au format YouTube sur toujours la chaîne Star Trek pour les nuls. Eh bien, ce soir, moi je suis super content parce que on va parler de moi, on va parler de Gambit, Rémi Lebeau, X-Men de son état, enfin X-Men mutant, ça dépend, des fois il est X-Men, des fois il est pas X-Men, mais c'est un mutant de l'univers Marvel, donc il a la capacité de charger les objets d'une énergie et de les faire exploser à distance, et Rémi Lebeau est donc, comme son nom l'indique, originaire de Louisiane aux États-Unis, donc des fois il parle français. Mais Dragor, je comprends pas, c'est quoi le rapport avec Star Trek en fait? Ouais, j'ai rien compris à ce que tu viens de raconter. Moi, j'ai réussi à tout comprendre, je crois. C'est parce que vous n'êtes pas habitué aux intros bizarres de Rémi. Quand même. Gambit, c'est un double épisode de la saison 7 de Star Trek The Next Generation. Voilà. Et voilà. Ah, du coup, moi j'ai lu plein de comic books, j'ai regardé le très mauvais Wolverine X-Men Origins. Du coup, j'ai perdu mon temps. Gambit dedans ? Oui. Et oui, il y a Gambit dans l'origine. J'ai pas vu ce film. Je crois que c'est un des personnages les plus stylés du film de toute façon, donc c'est dommage qu'on l'ait pas revu. D'accord. Mais bon, voilà. Donc, Gambit, en français, la pierre de Gol, G-O-L. Attention, pas de jeu de mots, s'il vous plaît, hein, ça va, on n'est plus des adolescents. Et des Encore adolescents. le général de Gaulle. Pardon, excusez-moi. Waouh, j'étais pas prêt. Oui, parce que tu t'attendais à un jeu de mots dégueulasse, voilà. Ouais, non, mais c'est bien, t'as Il fait. y a eu un autre jeu de mots dégueulasse, pardon. Et donc Gambit, un épisode un peu particulier, ne serait-ce que parce que pour la première fois depuis l'existence de Star Trek pour les nuls, j'ai dû faire des recherches. Parce que ça m'a interpellé vachement cet épisode. Donc à savoir, mes recherches, c'est comment il s'appelle ce site Memory Alpha. Un peu de Memory Alpha et de Memory Beta, un petit peu de Wikipédia, et puis c'est tout. C'est pas non plus des... Mais juste avant que tu nous en parles un peu plus précisément, je suis allé sur nos deux forums francophones références, Ultime Frontière donc et la CFST, la communauté francophone de Star Trek, pour voir un peu les avis assez mitigés en fait sur Ultime Frontière. Mais bon, c'est normal, hein, sur Ultime Frontière ils aiment jamais rien. L'épisode il est à une moyenne de 6,5 sur 10. Et sur la communauté francophone, il est à 8,28 sur 10.
ce qui est pas mal élevé pour le coup. C'est parce que bon, j'ai un peu triché, j'ai pris les notes vu qu'il est en 2 épisodes, j'ai pris toutes les notes et j'ai fait une moyenne au lieu de faire 2 moyennes pour chaque épisode, parce que d'ailleurs il y a de grosses différences, mais ça on va y venir dans 5 minutes. Mais voilà, sur Ultime Frontier, bon, sur la CFST de manière générale, les gens sont assez convaincus et disent c'est un chouette épisode, bien rythmé, assez fun à regarder. Sur Ultime Frontier, par contre, c'est très, c'est beaucoup plus mitigé, douche tiède froide. Hein. Ils l'ont pas trop apprécié. Mais pourquoi, Dragor, est-ce que tu as voulu que l'on parle de Gambit, la pierre de Gaule? Eh ben, écoute, j'ai une pote en fait qui est en train de découvrir Star Trek. Bravo! Le temps qu'on fasse l'émission, elle a fini TNG, elle est en train de regarder Enterprise Waouh. Quoi? actuellement. Et oui, ouais, je sais, mais j'ai eu la même réaction. Mais bon, elle a dit qu'elle s'en foutait de l'ordre chronologique. Non, mais c'est cool. Oui, voilà. Et Oui, puis ouais, c'est ce qu'elle Bakula, veut, il est cool, quoi. Et donc régulièrement, elle m'envoie des messages quand elle a vu un épisode, ou même pendant qu'elle est en train de regarder un épisode, il y a un truc qui l'interpelle ou qui lui plaît particulièrement ou quoi. Et puis voilà, elle me dit un peu ce qui lui passe par la tête. Et elle m'a envoyé un message en me disant je viens de voir le double épisode Gambit, je me suis éclaté, je pense que ça aurait fait un bon film. Ah. Alors moi je me souvenais quasiment pas de l'épisode. Ouais. Vraiment, à part la toute fin, c'est à peu près tout ce dont je me souvenais. Et du coup ça m'a interpellé, je me suis dit ah tiens, je sais pas, ouais, faudrait que je le revoie du coup, parce que si ça lui a plu comme ça et que au point de dire que ça en ferait un bon film, je me dis il devait y avoir quelque chose quoi. Et quand tu demandais des sujets d'émission, c'était pile peu de temps après que j'ai eu ce message, donc bah du coup j'ai dit voilà. Ben ouais, ben c'est très Voyons intéressant voir parce ce que que ça donne. souvent les doubles épisodes des Star Trek, ben ça pourrait être des genres de TV-films, ça fait quoi, 1h30, un peu plus, et ça pourrait souvent être adapté. Mais quand on me parle de double épisode de Star Trek TNG, j'aurais tendance plutôt à penser Best of World. Merde, ça y est, j'ai plus aucun titre qui me vient. le dernier All the Good Things, etc. Tous les épisodes de fin de saison ou ce genre de choses. Mais Gambit, honnêtement, bon, déjà, moi, j'avais oublié. Alors, je me rappelais d'un épisode où Picard se transformait en pirate de l'espace, mais j'avais zappé que c'était un double épisode, et voilà, bon, moi ça me semblait un espèce d'épisode, comment on appelle, un épisode filler, tu vois, un épisode sans grande importance, voilà. Et voilà, ben, exactement comme dit Papa Chat sur le chat, la question est pourquoi la pierre de Gaule est un double épisode. Est-ce que un de vous trois ou une de vous trois veut se lancer dans un résumé de l'épisode? Alors, pas une de vous trois, parce que je suis très mauvaise pour les résumés, vous le savez, donc non. Vu que Vieux Matou vient d'arriver, je propose que ça soit lui qui le Eh, fasse. c'est bizarre. Moi, j'avais la même idée. Je suis chaud là. Salut Matou, je t'avais pas Bon, vu, ça va? bah oui, bonsoir tout le monde. Fatigué pour changer, mais je suis là. Mais oui, mais c'est normal, c'est la fin de semaine. Ouais. Bientôt. Eh bien, Matou, est-ce que tu veux te lancer dans l'exercice périlleux de résumer en quelques phrases Gambit? Si tu veux. toujours l'entrain, toujours l'amour de Matou. Ah, c'est la fête. Donc, Picard est mort. Vive Picard. Ça commence bien. Fin de l'épisode, merci. Voilà. Picard est mort. Donc, l'Enterprise est pas super jouasse. On se demande bien pourquoi. Et Riker prend le commandement. Et ils veulent trouver qui c'est. Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que, en remontant la piste des personnes qui étaient assez louches dans le monde où Picard a trouvé la mort, eh bien, Riker se fasse lui-même enlever et qui retombe face à qui? Ben, à Picard qui est vivant. Mais qui s'appelle pas Picard. Qui a pris une autre identité et qui se fait passer pour un pirate de l'espace. Mais il est sous la coupe du capitaine d'un ensemble de mercenaires qui ont pour objectif de retrouver de vieux artefacts vulcains pour une commanditaire ou un commanditaire qu'on ne connaît pas. Et arrive ce moment de faux semblant dans lequel Picard doit tenir sa couverture
il essaye de faire en sorte que Riker intègre lui aussi l'équipage des mercenaires, en faisant croire que Riker est un officier de Starfleet à la moralité douteuse et extrêmement égocentré, qui nous amène on va dire au premier cliffhanger entre les deux épisodes où les deux, le capitaine et son second sur la barge, enfin le vaisseau des mercenaires, décident d'attaquer l'Enterprise et arrivent à prendre le dessus grâce à plusieurs petites combines. Voilà. Donc, s'ensuit un deuxième moment de double épisode où Riker joue maintenant à être une enflure, jouer l'animosité avec Picard, pour dire que les deux ne peuvent plus se voir en peinture, essayer d'avoir les faveurs du commandant. Faut savoir que le commandant a mis une puce dans toutes les personnes d'équipage et que une fois qu'il appuie sur le bon bouton, il peut leur déclencher de la douleur, ou bien il peut les tuer directement. Donc, il gouverne ainsi sur son vaisseau. Il n'a pas l'adhésion de l'ensemble de son équipage. Il les mène en fait par la peur et la menace. Sur ce, on retrouve finalement la commanditaire. Je passe plusieurs moments assez savoureux où Riker attaque l'Enterprise pour récupérer quelque chose qui était à bord, qui était détenu par des Klingons qui avaient été arraisonnés par l'Enterprise ou autre. Un grand moment où Riker devait tuer Picard ordonné par le capitaine mercenaire, mais Picard fait semblant d'avoir tué Riker, qui est donc laissé pour mort sur l'Enterprise et donc récupéré par l'équipage de l'Enterprise, pendant que Picard mène une mutinerie qui aboutit à ce que le capitaine, en voulant menacer le capitaine Picard de le tuer, comme Picard a changé les codes, il s'est tué lui-même. C'est fort. On lui demanderait pourquoi est-ce que tu t'es mis une puce sur toi-même. Je sais pas, le mec il devait être un côté sadomaso, tu vois. Mais non, ça avait été expliqué ça. Il avait été capturé et on lui avait déjà placé la puce. Voilà, mais bon, quand t'es capitaine, tu pourrais te l'enlever quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, parce que là, à quoi ça sert de garder une puce et le truc qui peut te faire mal en disant tiens, si je me faisais mal, je m'ennuyais, excusez-moi. Voilà. Et donc, tout ceci tient autour d'un espèce de MacGuffin, autour d'un artefact vulcain d'un temps extrêmement ancien qui avait une très grande puissance. Et lorsqu'on arrive sur Vulcain, que la personne qui était la commanditaire, qui s'est fait passer pour Romulienne, qui en fait s'est fait croire à Picard qu'elle était une agent de Vulcain sous couverture romulienne, s'avère en fait une vraie Romulienne qui voulait obtenir cet artefact. Cet artefact permet de tuer des personnes en arrivant à exacerber leurs émotions négatives. Et donc Picard, en 2-3 cuillères à peau, arrive à défaire l'artefact en disant que il suffit simplement de ne plus avoir de pensées négatives ou hostiles, de faire le vide en soi, et l'artefact n'a plus aucun intérêt. Et on explique que c'est comme ça que cet artefact en fait est tombé en désuétude, parce que Vulcain, grâce à la logique, ayant réussi à mettre à distance toutes les émotions négatives, cette pierre de Gaule ne servait à rien. Voilà. Donc, merci. Tout ceci est une course-poursuite, on va dire MacGuffin, d'aventure, avec un jeu de faux-semblants dans lequel on s'est amusé à faire que Picard n'est plus le capitaine, il joue un autre rôle, Riker n'est plus le capitaine, il joue un autre rôle, et on a le plaisir de voir l'Enterprise commandée par Data, qui prend Worf comme numéro 1. Donc on a déjà eu Picard empêché, donc remplacé par Riker, mais c'est l'une des premières fois où le commandement est assuré par Data, ce qui permet d'avoir une intrigue autour du commandement de Data qui est, par instant, plus intéressante que la recherche d'un MacGuffin qui s'avérera finalement assez décevant, même si la symbolique est assez intéressante. Ouais. Donc, comme je le disais au tout début, j'ai noté des choses. Cet épisode double, la première partie a été réalisée par un gars qui s'appelle Peter Lauritsen, je sais pas qui c'est. La deuxième partie par Alexander Singer. Ouais, c'est un des producteurs. Alexander Singer qui est décédé il y a très peu de temps, en décembre 2020. Et par contre, là où ça devient un peu plus intéressant, c'est que le scénario de la première partie, donc l'idée de base, a été faite par Naren Shankar, qui était plus responsable de continuité que scénariste, mais qui est parti ensuite faire Sequest, dont on a parlé dans Trek Historia, et qui actuellement est le showrunner de The Expanse.
C'est assez intéressant ça. Alors, actuellement, si jamais c'est heureusement dans une suite. Naren Shankar est un copain de lycée de Ronald D. Moore. Et quand voilà. Ronald D. Moore est rentré en tant que scénariste, il cherchait un conseiller scientifique, sachant que Naren Shankar a passé, il avait 25 ans, il avait son diplôme d'ingénieur en poche, et il savait une chose, c'est qu'il ne voulait pas devenir ingénieur. Donc, il est rentré par la petite porte là-dessus, comme tu dis, chargé de continuité, de veiller à des aspects scientifiques, jusqu'à ce que on l'intègre pleinement en tant que scénariste. Et à la fin de TNG, quand des divers projets étaient là, donc il y avait déjà DS9 sur lequel était Ronald D. Moore, il y avait Voyager qui se lançait. Eh bien, aucune des deux n'a décidé de récupérer Naren Shankar, qui a dû se retrouver, le pauvre, au chômage. Et ça a été une certaine déception pour lui de pas avoir pu continuer dans ce groupe avec qui il avait grandi et appris son métier. Il donc fera Sequest, qui est une série dispensable mais sympathique, avec un dauphin en 3D et un acteur qui vient cachetonner pour ses vieux jours. En parlant de cachetonner, on va en parler. Ouais. Mais avec Jonathan Très Brandis, inspiré de Voyage au fond des mers, Sequest. Oui, oui. Ouais, un peu de tout. C'est du Star Trek, mais avec des sous-marins. Bref. Mais surtout, Naren Shankar deviendra quelqu'un qui sera un des producteurs des séries Les Experts, qui sera pour lui une très bonne école complémentaire à Star Trek, qui lui permettra ensuite de vouloir, avec Ronald D. Moore en 2014. En 2014, Ronald D. Moore n'est pas encore dans Outlander et Shankar n'est pas encore dans The Expanse. Ils sont allés voir CBS pour leur proposer de relancer les Mystères de l'Ouest. Ils ont écrit un pilote, ils ont présenté ça à la chaîne, et la chaîne leur a gentiment dit d'aller se faire voir. Mais gentiment, hein. Oui, gentiment. Tu vois, tu comprends, on a un mec qui va faire Outlander, qui fera For All Mankind, pendant que l'autre fera The Expanse, tu vois. C'est sûr que des mecs comme ça, il faut leur préférer du Kurtzman ou du Lenkov. Ça y est, je l'attendais tellement. Ah mais je vais pas dire c'est mal de Kurtzman, mais Lenkov, celui qui sera derrière la gestion des reboots de MacGyver ou bien de Hawaii 5.0 et qui sera viré parce que c'était un sacré connard sur les plateaux. Hein. Voilà, dis-moi qui tu embauches, je te dirai qui tu es. Voilà. Et voilà donc, pour CBS. En même temps, à l'époque, à la tête de CBS, c'était encore Leslie Mooms, non? Oui, c'était Leslie Mooms. Voilà, le mec qui a plus de casseroles au cul que tous les hommes politiques français réunis. c'est oui, pas quand même. possible. Voilà. Non, j'exagère. Allez, Mais bon, voilà, il en a des belles quand même. Donc voilà pour ce qui est de Shankar et on peut dire que on pourra parler d'épisodes mais sur l'ensemble je trouve on peut dire qu'à travers ce résumé on voit qu'il y a à boire et à manger. Ouais. Alors attention, il n'a signé que le premier épisode puisque le deuxième épisode a été signé par ce sale traître de Ronald D. Moore. Tout le monde crache s'il vous plaît. Non, mais ça veut dire, Quoi cherche pas. Ça veut dire que leur histoire a été écrite à tous les deux. Ils se sont partagés ensuite l'écriture du script. Oui. C'est Non, mais jamais. Je voulais juste faire ma blague de cracher sur Ronald D. Moore. On ne crache pas sur Ronald D. Moore. Alors déjà non, on crache pas sur Ronald D. Moore. Il nous a trahis. Il nous a trahis. Alors, il a fait quoi? Question Margot. Oui. Est-ce que, selon toi, cet épisode, le scénario de cet épisode, la construction, l'imagerie, tout ça, est-ce que ça aurait pu faire un bon film? Alors, tu abordes l'imagerie. En ce qui concerne l'imagerie, je ne pense pas parce que c'est pas aussi. Ça pourrait faire peut-être un téléfilm ou quelque chose du genre, mais ça aurait pas le niveau d'un film Star Trek. Par contre, je dois avouer que. En même temps, le niveau des films Star Trek. Hein. Oui, non mais. Alors, je dois avouer que c'est vrai. Je trouve que ça pourrait faire un bon film aussi. Par contre, ça ne ferait pas un film qui permettrait de rentrer dans Star Trek. Parce que selon moi, il y a trop d'éléments préétablis qu'on connaît dans la série et tout ça. Donc, si quelqu'un, par exemple, découvre Star Trek avec un film de ce genre, je pense qu'il sera un peu perdu. Par exemple, le film te met direct dans l'action et on te dit, un Picard est mort, tout ça, il se passe telle chose et tout. Si tu connais pas les personnages, tu connais pas Star Trek, c'est compliqué de rentrer dedans, quoi. Mais sinon, hormis ça, je pense que ça aurait pu faire un bon Star Trek. Je trouve ça marrant parce que c'est vraiment des scènes qui, même maintenant, même maintenant, ces scènes me font rire, en fait, alors que c'est un humour qui a 20, 30 ans, voire plus, quoi.
Alors que dans des séries Star Trek plus récentes, par exemple, j'ai plus de mal à rire, par exemple. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des scènes qui te font t'attacher au personnage. Et les scènes, les séries récentes ont un peu de mal à reproduire ça, je trouve. C'est vraiment, Ouais. pour moi, c'est vraiment le Star Trek qui fait t'attacher et tout avec des scènes comme ça et tout de la vie quotidienne et ça. Et c'est voilà. Oui, Papa Chat est remonté contre l'épisode. Hein. Il nous dit c'est juste qu'il manque une histoire hein, sur le chat. Mais du coup, Margot, alors, mais j'ai oublié de poser une question assez essentielle. Est-ce que tu as apprécié cet épisode en tant que tel? Alors oui, en fait, au départ, quand on m'a donné le nom de l'épisode, je me rappelais plus de quoi il s'agissait. Et quand j'ai entendu le titre Pierre de Gaulle, je m'attendais à un épisode avec Picard et Vache. Donc, je sais pas si c'est une archéologue ou une aventurière ou quoi qu'on retrouve 2-3 fois dans la... Vyriad en français. Oui, Vyriad, pardon, en français, excuse-moi. Non, pas de souci. Mais j'avais peur que ce soit un épisode avec elle parce que je trouve les épisodes avec elle relativement chiants en fait. Ouais. Et toi, Guillaume, est-ce que, première question, tu as aimé cet épisode? Et est-ce que, deuxième question, tu penses que cet épisode, retravaillé évidemment au format cinéma, aurait fait un bon film? Alors, moi, très honnêtement, pareil que Margot, mais pas par rapport à Vyriad ou Vache pour ceux qui regardent en VO. Mais effectivement, je pensais que je me souvenais de cet épisode comme un épisode assez ennuyeux et je l'ai confondu. En fait, j'avais des souvenirs erronés. Je l'ai confondu avec un autre épisode où Picard retrouve son ancien professeur d'archéologie qui lui amène une pierre à traduire, qui part tous les deux à l'aventure. Je sais plus. Je me souviens que cet épisode, personnellement, m'avait saoulé et je m'étais ennuyé dessus. Et j'avais effectivement peur que la pierre de Gaulle soit cet épisode-là. Et surtout que du coup, je me souvenais pas si c'était en une ou en deux parties. Tu vois, je me dis, attends, mais si cet épisode avec le prof d'archéologie est en deux parties, c'est-à-dire double ennui, tu vois, c'est double dose, tu vois. Donc là, j'étais pas chaud. Et quand, au début de l'épisode, on te dit, c'est pas par rapport au prof d'archéologie, j'étais ok. Donc je me souviens plus. Et punaise, j'ai beaucoup aimé. Et je vais pas vous mentir, j'ai redécouvert ce que c'était que un bon travail. En fait, non mais je suis Margot le sait. Déjà parce qu'il y a 2 semaines, on a rattrapé notre retard qu'on a accumulé. D'ailleurs, il faudrait faire gaffe de pas trop en accumuler parce que je veux pas me retaper des vocaux comme ça sur Star Trek Discovery. C'est je comprends pas. Et pareil, moi je le vis aussi sur d'autres franchises. La saison 2 de Witcher, pour moi, elle passe pas. La dernière série live action Star Wars, elle ne passe pas. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que mine de rien, je trouve les séries animées ou les animés en fait, quels qu'ils soient, parce que Witcher a fait un film d'animation récemment sur Netflix. Mais je trouve tout le contenu animé de meilleure qualité que le contenu live action et à tous les niveaux. Donc maintenant, à chaque fois que je recommence une série ou à chaque fois que je vais vers une nouvelle série, j'y vais vraiment de plus en plus à reculons. Et la dernière fois qu'on a regardé Discovery, j'ai fini le vocal, j'ai dit à Margot, en fait, ça me saoule d'avoir terminé le vocal là-dessus parce que du coup, c'était cool d'être avec toi, mais j'ai pas passé un moment excellent. Et j'avais peur d'eux, tu vois. Et là, en fait, on s'est laissé prendre au piège avec Margot, justement. Parce que c'est elle qui me sort. On est quand la Romulienne, du coup, au départ, tu penses que c'est une Romulienne et après, elle te fait miroiter que c'est une Vulcaine, et en fait, non. Et du coup, elle appelle la logique à plusieurs moments dans l'épisode, et Margot, à un moment donné, sort une réplique, fait non, mais pourquoi tu dis logique là? T'es une Romulienne, là, t'es pas une Vulcaine, oh. Ouais. Voilà, c'est un indice. Voilà, exactement, c'est un indice. C'est pas compliqué. Comme quoi, ça veut clairement dire que l'histoire a été pensée en 2 épisodes dès le départ et que dès le départ, ils avaient une fin, ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Et du coup, ça a fait plaisir. Donc, j'ai beaucoup aimé l'épisode, surtout que ça donne aussi beaucoup de lore concernant LORE, concernant la mythologie vulcaine, qui est très intéressante. On parle justement des guerres que les Vulcains ont connues. On parle également, alors, est-ce que du coup, vu le personnage que c'est, est-ce que c'est une invention de sa part ou est-ce qu'il y a vraiment un mouvement comme ça? On parle aussi d'extrémistes vulcains qui veulent que Vulcain se referme totalement et qu'elle ne s'ouvre plus à la galaxie. Et du coup, Discovery part un bon point parce que je pensais que dans la saison 1, les extrémistes de la logique, c'était une invention de Discovery, alors que visiblement non. Non, mais d'ailleurs, des extrémistes de la logique, on en rencontre aussi dans Enterprise, il me semble. Oui, on les rencontre dans Enterprise, mais ça dépend du traitement, tu vois. On rencontre des Vulcains. C'était pas des dissidents? C'était pas des Vulcains dissidents, justement, qui ne sont pas logiques? Qu'on voit dans Enterprise? Ouais, je sais plus. Il me semble que... je sais que le truc de se faire péter, tu sais, le faire de quoi pouvoir se transformer, ça c'est dans Enterprise. D'accord, oui.
Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment, surtout que limite j'en ai parlé à Margot hier, on devait débriefer, en fait on n'a pas débriefé sur l'épisode à cause de moi. Surtout que ça m'a donné des idées pour développer une autre intrigue pour Explorer, donc il va falloir que je me mette au boulot. Et donc c'était très intéressant. Pour moi j'ai deux petits défauts au niveau pour moi il y a quasiment que deux défauts en fait dans l'épisode. C'est déjà on te dit ouais, Picard il a été désintégré au début, et on t'explique qu'après en fait c'est parce que t'as un pistolet qui permet de téléporter quelqu'un quand tu lui tires dessus. Et je trouve l'invention assez cool en vrai. Et ben j'aurais juste bien aimé l'avoir fonctionné dans l'épisode celle-là. Et en fait tu vois pas ce fusil à l'œuvre, tu vois personne qui tire sur un objet, paf l'objet se téléporte, ou qui tire sur quelqu'un, paf le mec se téléporte. Personne fait ça dans l'épisode, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Le deuxième truc un peu dommage, c'est la toute fin. Ils sont dans la grotte et t'as Worf, Data et Riker qui se téléportent. Non, mais c'est pas ça. C'est l'explication. On a suivi les traces qu'émettaient vos balises neurales. Donc le truc qu'ils ont accroché dans le cou, que le capitaine leur accroche dans le cou pour les faire souffrir au cas où. Et en fait, là, tu te dis, oui, mais ça n'a jamais été spécifié que les balises neurales émettaient quelque chose que vous pouviez tracer. Voilà, bon. C'est juste ça. Mais non, mais c'est tellement petit. En fait, c'est tellement peu d'éléments qui sont autour de trucs cool que pour moi, ça ne. Tu vas me faire le plaisir d'aller remater du Discovery, tu vas voir si tu vas pinailler sur des trucs comme ça. Hein. Non, mais après. Discovery a des bonnes scènes, mais c'est tellement entouré de trucs nuls à côté que ça ne marque pas. Voilà, donc je peux pardonner ce genre de petits trucs, Matou, il y a aucun problème. Hein. Je me suis éclaté devant l'épisode. Mais Margot peut témoigner. Hier quand on a fini l'épisode, j'étais tout fou. Hein. Ah oui, clairement. J'étais content. Alors, comparé à Discovery, c'est le jour et la nuit. Encore une fois, elle peut témoigner. Et pour répondre à ta deuxième question, alors oui, je pense que ça, à y réfléchir, je pense que ça pourrait faire un bon film. Je suis d'accord avec Margot sur le fait que ça ne pourrait pas faire un bon premier film de quelque chose. Ce serait forcément un deuxième. Et par contre, 2 épisodes de 40 minutes, ça fait 1h20, même pas, 1h20 de trucs. Donc je pense qu'il faudrait essayer de lui rajouter un maximum de durée, genre 2h10. Comme ça, tu te rajoutes 50 minutes. Et limite, je te dis, il faudrait commencer par un gros flashback sur les Vulcains. Tu sais, tu fais une introduction un petit peu comme les films de la momie qu'il y a eu dans les années 90, tu vois, où tu commençais par la légende d'Imhotep et après tu vas dans le présent, tu vois. Et là, tu commences avec les guerres vulcaines, avec cet artefact, puis l'histoire de l'artefact, il est enfoui, il est cassé, il est réparti d'eux, et ensuite le présent, tu vois. Mais pour un second film sur TNG, pourquoi pas? Ou pour une suite d'un film, pourquoi pas? Et après, tu te démerdes pour rendre ça un petit peu plus dynamique, les batailles spatiales, les trucs machin. Et franchement, ouais, t'obtiens un truc, tu peux obtenir un truc sympa en 2 heures, je pense. Voilà. Mais bon, actuellement, Okay. là, si tu poses la même question qu'à Margot avec l'imagerie du truc, non. Non, mais quand je parle d'imagerie, je veux dire ce que ça évoque, par exemple, le fait d'avoir des pirates de l'espace, le fait d'avoir des zones un peu de comment ça s'appelle, d'archéologie. C'est ce que je sous-entendais en fait. Pardon, je me suis mal exprimé. D'accord. Ok. Du coup, Dragor, toi qui nous as amené le sujet, t'en as pensé quoi? Même question. Écoute, donc si je l'ai aimé, oui, d'autant plus que ça faisait un petit moment que j'avais pas revu l'épisode de TNG. Ouais, moi aussi, ça m'a fait vachement plaisir de revenir, ça faisait pareil. Ouais, c'est et du coup oui, j'ai vachement j'ai bien aimé. Alors ce qui est rigolo, c'est que si je voulais, enfin, je suis souvent quand il y a trop de retournements de situation dans une histoire, ça a tendance à me gonfler. Et là, il y en a plein. Et ouais, l'épisode en est bourré, et si j'étais cohérent avec moi-même, je dirais que ça m'a gonflé. Sauf que en fait non, c'est bien passé. Je saurais pas expliquer pourquoi, j'ai pas trop réussi à analyser pourquoi c'est bien passé. Mais là ça m'a bien convenu, ça m'a même parce que comme je dis, j'avais vraiment quasiment oublié l'épisode. Je me rappelais juste que la pierre de Gaulle, c'est un truc qui ciblait qui utilise l'agressivité des gens, qui les ciblait en fonction de leur agressivité, et c'est à peu près tout. Quand j'ai vu la Romulienne, je me souvenais qu'il y avait un truc avec elle. C'est Robin Curtis, qu'il y avait un retournement de situation. En fait, il y en avait 2 retournements de situation. Et en fait, j'ai trouvé ça cool. J'étais là. Donc, le deuxième retournement de situation, on le voit quand même vachement venir, non? Oui, non.
Tu t'es pas Non, dit pas de vraiment. suite, ça va être une traître. Bah, en fait, si tu veux, quand elle lui dit qui elle est censée être, et que Picard du coup lui dit qui il est, je me suis dit en fait elle pourrait très bien mentir, il a pas de moyen de le prouver. Mais après j'ai un peu zappé ça, tu vois, et je l'ai pas vu venir, puis je m'en souvenais pas, donc Parce que, voilà. en fait, si tu veux, quand Alors il y a Pacha qui dit on va tout venir depuis le début. Bah à part ça, oui, effectivement. Mais je vois pas en quoi c'est un problème en fait. oui, non, ça, je suis assez d'accord. Effectivement, on sait très bien que Picard est pas mort, c'est évident. Voilà, enfin, On sait très bien mais, que Riker va pas tuer Picard. ouais, voilà. Enfin, Et que Data et Mais Worf c'est vont pas- finir voilà. meilleurs amis du monde. moi, c'est un truc contre lequel je me bats depuis un moment. Bon, surtout, c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y a une grosse époque. D'ailleurs, dans les premières saisons de Discovery, c'était beaucoup le cas, où en fait, il y avait une espèce d'obsession, j'ai l'impression, chez les scénaristes d'Hollywood, à vouloir surprendre à tout prix. Et à tout prix, ça voulait dire en ayant, par exemple, en faisant complètement fi de la Continuité. ouais, même de la causalité, quoi, Oui. et qui faisait sortir des trucs de nulle part juste pour que ça soit surprenant, et qui n'avait aucun sens parce qu'il fallait à tout prix surprendre les gens. Et évidemment, si tu fais n'importe quoi, forcément, ça surprend puisque tu peux pas t'y attendre vu que c'est n'importe quoi. Je crois que je crois que c'est le syndrome Star Wars 7 qui a tellement pas surpris les gens qu'ils ont fait Star Wars 8 en mode il faut surprendre les gens quitte à faire de la merde. Et je pense maintenant les gens ils doivent Ouais, tourner autour de c'était, ça. je saurais pas te donner un film qui a changé le truc, mais j'avais ça faisait, enfin voilà. Et j'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins le cas maintenant, mais il y avait vraiment ce truc-là dans les Thor par exemple, il y avait ça aussi. Enfin, bref. Et donc pendant un moment, j'arrêtais pas de dire, moi, ça me dérange pas que ça soit prévisible en fait. Je préfère que ça soit bien construit et prévisible que mal construit et imprévisible. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Du coup, pour la deuxième question, est-ce que ça ferait un bon film? Oui, je pense. Et même du coup, vu le scénario avec tous ces retournements de situation, ça ferait même un bon film, on va dire, dans les normes scénaristiques actuelles. Mais si on garde le côté bien construit derrière, quoi. Donc il y aurait de quoi. Ouais, il y aurait eu du potentiel, ouais, je pense, effectivement. Ok. Bon, j'ai pris quelques notes au fur et à mesure. Il y a un sujet en particulier que vous aimeriez aborder à propos de cet épisode? J'aimerais juste une remarque perso parce qu'il y a 2 minutes on parlait quelqu'un a abordé la relation entre Data et Worf. En faisant une petite recherche, j'ai appris qu'apparemment il y avait une certaine partie de la communauté de fans qui s'appelle le club AV, je crois, qui avait vraiment apprécié la scène entre Worf et Data dans le bureau du capitaine et tout, où Data dit à Worf je suis désolé si j'ai entaché notre amitié ou quelque chose du genre. Et apparemment, les gens voulaient que Qui se roule une pelle. Non, non. Les gens souhaitaient voir un spin-off apparemment avec Data et Worf. Ce que je trouve assez marrant, voilà. Duo de choc. Ouais, ça aurait pu être rigolo, une petite série d'action avec les deux personnages. Ouais, sur cette scène, moi j'ai pris des notes très très succinctes, hein, et j'ai juste écrit Data qui prend Worf à part. Les gens se parlent en majuscule. Oui. Et c'est exactement, enfin, c'est un truc que j'adore dans TNG en général, et même dans les anciennes séries Star Trek de manière générale, c'est que les conflits sont souvent résolus comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un début de conflit, mais dès le début, les gens ils se prennent à part, ils se disent ce qu'ils ont à se dire, et paf, ils dénouent la situation en fait, parce qu'ils communiquent entre eux et qu'ils expriment clairement ce qui va, ce qui va pas, et qu'ils parlent de leur ressenti aussi. Ils se parlent et s'écoutent. Ouais. Là, en fait, après c'est parfaitement logique justement que le capitaine, même par intérim, dise à son officier en seconde, ça t'as pas le droit de le faire. Mais justement, moi je trouve ça émouvant et je trouve que là aussi c'est de la construction basique de personnage. C'est Data, c'est sa manière à lui de faire ça. Aucun autre personnage n'aurait regardé Worf et lui dire je suis désolé d'avoir mis fin à notre amitié de cette façon. C'est Data, il est encore en mode découverte, il est encore en mode enfant si tu veux. Et du coup, il n'arrive pas à faire la part des choses. Il se dit si je suis méchant avec lui en tant qu'officier supérieur, je perds un ami en tant que personne. Et du coup, la scène est touchante parce que aucun autre duo n'aurait pu avoir ce genre de dialogue, tu vois. T'aurais mis Riker à la place, à aucun moment il aurait douté que Worf puisse rester son ami si jamais il lui avait dit ça, tu vois. Il aurait pas nécessairement posé la question. Et j'aime beaucoup Data qui n'arrive pas à faire la part des choses, et limite Worf lui apprend un petit peu à faire la part des choses. Et il l'a fait lui-même aussi, soit dit en passant. Mais tu vois, moi la scène m'a fait un petit peu frissonner.
Je me suis dit, voilà, et c'est vrai que comme Margot, c'est des scènes de la vie quotidienne aussi, mais sur le coup, je me suis dit, bah, voilà, ça dure. Sur toute la scène, ça couvre même pas 50% de la scène, cette partie-là du dialogue, hein. Mais ça dure 10 secondes. Bah, 10 secondes qui te font t'attacher aux personnages, qui te font les aimer pour ce qu'ils sont, ou ne pas les aimer, en fait, parce que tu peux très bien ne pas aimer la façon de faire de Data. Mais je comprends pas à quel moment c'est hyper difficile aujourd'hui de faire ce genre de scène où, justement, comme Thierry le dit, les personnages se parlent. C'était un des gros points noirs de Picard, de la fin de la saison 1 de Picard, où les personnages ne se parlaient pas, ou alors justement t'avais des cuts quand ils commençaient à se parler. Parce que c'est chiant, on veut du boobs et du sang. Alors perso, j'avais aussi, il y avait cette scène-là, mais j'ai beaucoup aussi aimé la scène au tout début du premier épisode où on a Diana qui discute avec Riker par rapport au deuil pour Picard et tout ça, et que Riker dit qu'il veut faire payer à la personne qui a tué Picard, justement, et je trouvais cette scène vachement poignante, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Oui. Ouais, ça monte dans les tours. Oui. Et puis après, ils se rendent tous les deux compte qu'ils sont un peu montés dans les tours. Et au moment où ils allaient partir fâchés, ils rattrapent le truc ouais, j'ai trouvé ça assez bien fait, ouais. Bah, moi, ça m'a fait plaisir aussi. Ça l'a un peu raisonné de dire, voilà, après il dit ça sera pas de la vengeance, ça sera de la justice. Et ça l'a faire descendre aussi même lui-même par rapport à l'état dans lequel il était, quoi. Mais juste, si je puis me permettre, parce que ça m'a fait plaisir par rapport au personnage de Diana Troy. Vous connaissez mon affection très limitée pour ce personnage, mais là du coup, bah, elle a gagné un petit peu d'affection de ma part, parce que je rêve où c'est l'une des rares fois où vraiment elle gueule. Non, c'est l'une des rares fois où elle s'emporte, non? Mais je sais pas, justement en tant que psychologue, non, mais là j'ai vraiment quand elle sort le truc qui est très vrai, hein, tout ça est très vrai, quand elle dit mais tu crois que t'es le seul à souffrir, tu crois que t'es le seul à avoir envie de te venger, tout ça, et elle gueule, et j'ai trouvé ça franchement assez cool. Et du coup pour le coup je dis enfin tu sors un petit peu de ton, enfin moi c'est comme ça que je la vois, c'est enfin tu sors un petit peu de ton rôle de poupée de porcelaine et tu gueules un peu. J'ai limite cru qu'elle allait lui foutre une tarte avant de se barrer, tu vois. Mais non, mais tu vois, ça m'a fait plaisir pour le personnage de Troy de l'avoir sorti un petit peu de ses gonds comme ça, tu vois. Après, bon, elle sert quand même à rien, hein, le reste du temps, parce que, genre, quand il trouve le Klingon, tu vois le Klingon face caméra qui est mal à l'aise, elle dit, il est mal à l'aise. Comme d'hab. Non, là, pour le coup, je trouve pas exactement comme ça qui s'est passé, ouais. Je trouve que c'est une des rares fois, enfin, ça sert à rien dans l'intrigue au final, mais je trouve que c'est une des rares fois où elle apporte une information de plus que ce qu'on voit à l'écran, en fait. Bon. Parce que justement, le Klingon, il a pas l'air mal à l'aise, il a l'air d'en avoir rien à foutre, il dit non, enfin voilà, limite il leur dit qu'il les emmerde, quoi. Elle dit qu'il a un peu peur, limite, c'est vrai. C'est pas limite, il dit qu'il les emmerde, je suis désolé, le mec, moi il vient chez moi, il renverse la boisson que je lui sers sur la moquette, il s'en prend une, tu vois. Oui, mais ça c'est après, C'était avant qu'il fasse ça. Ok. D'ailleurs, par contre, j'ai juste noté Coral le Klingon XD. L'acteur est immense. Ouais, non, en fait, c'est pas qu'il est immense, il fait... Oui. Déjà, il me fait mourir de rire, quoi, l'acteur. Enfin, le personnage me fait mourir de rire. Tu sais, il est là, il fait quoi? Une inspection sanitaire. Enfin, il est vraiment dans le dédain total. Ouais. Ils essayent d'être un peu sympa avec lui pour lui tirer les informations, et lui, il est, enfin, voilà. Et du coup, ouais, et après, sinon, à part ça, il est immense, le gars. Tu le vois à côté de Worf, il fait 2 têtes de plus que Worf. Ouais, j'ai remarqué aussi, c'est assez drôle quand même. On le voit bien, il a des chaussures qui font au moins 50 cm. Quand il descend de son vaisseau, il a des trucs, mais c'est vrai qu'à côté de Worf, il est immense. Et ça donne une scène très rigolote d'ailleurs en fond d'écran, avec Crusher en premier plan, et en derrière on voit Worf qui atteint à peine les avant-bras. Non, j'exagère. Papacha sur le chat, il dit non, mais moi il renverse s'il veut, il y a pas de problème. Oui, voilà. Il est immense, tu sens que tu le fais chier, il est là, mais laissez-moi partir là. Enfin bon, ça permet aussi, parce que au final, la première partie de cet épisode est pas,
on rigole pas beaucoup, hein, c'est très tendu, je trouve. D'abord, on a dans une première partie Riker qui est dans un état d'énervement, de colère, de rage noire très profonde. Et après, dans un deuxième temps, l'infiltration du vaisseau pirate, tu rigoles pas, c'est hyper tendu, tout le monde s'engueule en permanence, machin. Et c'est dans la deuxième partie qu'arrive l'humour. Après, il y a un peu d'humour aussi au début. Il y a aussi un peu d'humour au début du premier, avec l'histoire l'histoire qu'ils ont servi à l'alien en disant que la sœur de Riker s'est fait mettre enceinte par cet homme qui a disparu et tout. Et franchement, c'était. En anglais, ils disent mettre enceinte? Oui, je crois que c'est ça. Genre, oui. Comme ça. D'accord. Moi non, parce que moi en français, on parle pas de mise enceinte. Par contre, on parle juste de viol. C'est ma sœur. Ouais, c'est sa sœur. Elle s'est fait violer. T'as Beverly qui arrive. Au fait, ouais, elle, c'est ma sœur. Ok. Ah oui, c'est quand même vachement violent. Mais il me semble qu'il parle pas de mise enceinte, mais il parle de viol, je crois. Parce que là, français, du coup, dans l'épisode en anglais, Worf dit votre sœur, la sœur de Riker a été mise enceinte, et t'as Riker qui réagit, qui fait une tête, c'est de la gaudriole, quoi. C'est très drôle. Il essaye de garder son calme en mode, je dois pas lui faire comprendre que c'est un mensonge, tu vois, mais au fond, il est vraiment en mode. Et puis tu imagines bien Worf avec toutes ces histoires d'honneur à la con, qui se dit qu'est-ce que je vais pouvoir inventer, sa sœur elle est enceinte, tu vois. C'est un peu con. Il y a un amiral chacoté. Oui, sur le coup, en anglais, je me suis arrêtée, j'ai dû regarder les sous-titres parce que c'est pas écrit pareil. Ouais. Mais bon, sur le coup, ça m'a fait sursauter. Ouais. Après, tu finis quand même sur l'une des scènes les plus marquantes au niveau de l'humour de Star Trek. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Avec qui est quand même une extraordinaire écriture. Vous êtes mort, donc vous donnez rien. Techniquement, vous êtes devant Renégat et tout. Donc je vais aller dormir parce que je suis mort. Vous devrez. Alors plus comme c'est dit, Simani, peut-être Data, devrez-vous amener le prisonnier, Riker dans ce truc. Mais dites-moi, je suis mort. Tu vois, Data, il plaisante. Data. Ouais, et alors honnêtement, je sais pas avec quel. Et tu vois Data qui est complètement impassible et qui continue à le traîner. je plains, mine de rien, comment il s'appelle, Brent Spiner pour cette scène. Mais je suis absolument certain que dès qu'il y a eu coupé, il a éclaté de rire ou un truc. Ses yeux rigolent, quoi. C'est. Il faut finir, comme tu dis, qu'il y a une histoire qui est assez tendue dans l'absolu pour se dire bon, le finit comment? Ouais. Attends, on a un personnage qui est censé être mort, l'autre qui est censé être renégat. Et si on mettait Data au milieu de tout ça? Data au milieu de n'importe quelle situation, ça marche toujours en fait. Non, mais même je trouvais ça drôle aussi, moi, la relation de capitaine à officier en seconde entre Worf et Data, puisqu'à chaque fois Data, il arrive à comprendre un petit peu les stratégies que mettent en place Riker et puis Picard sur le vaisseau ennemi. Et à chaque fois, t'as Worf, il attend juste une seule chose, c'est il aimerait tellement que Data lui dise bon, vous faites feu, vous me butez tout ça, faites pas chier. Et à chaque fois, Data fait bon, préparez-vous à désactiver les boucliers. Quoi? Bon, ne tirez pas. Quoi? Réduisez la puissance de feu à 25%. Quoi? Mais j'en ai ras le cul, donne-moi des vrais ordres, quoi. Non, mais j'aime beaucoup cette. Après, c'est pas la première fois que ça arrive avec Worf. Tu vois, je crois que certainement dans Deep Space Nine, pareil, il a du mal, lui, parce que lui, il veut toujours attaquer de front, parce que c'est sa culture. C'était hyper caricature dans les premières saisons. À chaque fois qu'il croisait un vaisseau, Worf, il disait prépare les photons. Oui, mais tu vois, avec Data, je trouve ça encore plus drôle, parce que Data, il dit rien, et puis il est totalement impassible, donc Worf le comprend encore moins que quand c'est Picard ou Riker, tu vois. Et je trouve que c'est presque un comique de répétition qui refond entre les deux. Je trouve ça juste excellent, quoi. Ouais. Tiens, mais vu qu'on est en train de parler de Capitaine, j'aimerais bien qu'on parle de Picard, parce que j'ai trouvé Patrick Stewart particulièrement mauvais. Alors, je sais pas s'il est mauvais parce que Picard est pas à l'aise dans son rôle de pirate de l'espace, ou si c'est Patrick Stewart qui sait pas jouer les connards, alors que c'en est un lui-même. Je trouvais très étrange. C'était gratuit, ça, Guillaume. Pardon, je sais pas, tout le long du. Non, c'est Guillaume qui parle. Guillaume, voilà. Ouais, c'est connard, chauve. Non, connard. Stewart.
Désolé. Donc, Non, mais et j'ai bon, trouvé... C'était aussi violent les émissions Star Trek pour les nuls. Ça vous avait manqué. Non, mais j'ai trouvé... je l'ai trouvé nul, en fait. Je sais pas si c'est... En termes de jeu d'acteur, Bah tu veux ouais, dire. quand il jouait là, toujours l'air renfrogné, il mettait son menton vers le bas, il regarde les gens du coin de l'œil, mais il n'a pas la prestance pour faire ça, il n'a pas le charisme pour faire ça. Il a le charisme pour se tenir droit comme il le fait quand il joue Picard classique. Mais là, je trouve que Galen, donc c'est son nom de personnage, il est pas du tout, il me semble pas crédible. Et d'ailleurs, Après, il est pas aidé par le costume. petit Hein. point. On va pas se mentir. Ouais, bon, je trouve que ça va. Juste, attends, excusez-moi. Petit point Planète des singes. Galen, c'est le nom du singe dans la série Planète des singes. Voilà. Alors du coup, j'ai une question, parce que ça m'y fait repenser. Est-ce qu'il te semble moins crédible que quand il joue un pirate dans la série Picard? Mais dans la série Picard, je me souviens de cet épisode, il le fait en rigolant, tu vois, il y a un certain bagou, une machin, il s'amuse, tu sais, il arrive et puis il surjoue exprès, donc c'est un peu rigolo. Là, moi je me dis, mais putain, pas rigolo. Pathétique, si tu veux, mais rigolo, ouais, non. bon, oui, mais Ça y est, j'ai Picard, lancé c'est un ma touche. nanar. On va pas recommencer avec les points la Picard. combine à Picard. Bref. Voilà, donc en fait, je suis le seul à l'avoir trouvé mauvais. Non, je trouve que, si tu veux, il essaye d'amener une animalité qu'il ne met pas dans Picard. Qui... Après, tu sais, ça dépend de la réalisation, de manière dont il a été dirigé ou autre. Moi, ça m'a pas spécialement choqué. Justement, j'ai trouvé qu'il y avait une proposition de faire différemment. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas été choqué non plus par rapport au reste, en fait, vraiment. je t'avoue. Après, je l'ai regardé en VF. Donc, peut-être qu'en VF, du coup, je peux pas avoir la même appréciation totale du jeu d'acteur. Non, mais même, Voilà. de toute façon, il manque de... Je sais pas, il y a un truc... de ses yeux, ils sont fixes. Je sais pas, je trouve que ça marche pas. Mais Bon, c'est, bref. mais c'est Picard, en fait. C'est juste Picard. Ben ouais, mais donc il est non, mais censé... il Sa est tout le temps couverture, comme elle ça. est censée être... elle est censée être grillée direct, quoi. Ouais, mais c'est Picard qui est un mauvais acteur, c'est tout. Ouais, mais je pense que c'est ça. C'est comme quand on disait que Shatner, quand il gueule Khan, est-ce que c'est Shatner qui est mauvais acteur ou Kirk qui est mauvais acteur, quoi. Bon, dans le doute, on va dire les deux. Non, mais Non, mais tu peux dire ce que tu veux, ça reste un surjeu, mais il y a des gens qui savent faire du surjeu, et Shatner sait faire du surjeu. Ah oui, Parce non, que non, mais Shatner ne moi, cherche ça pas m'allait à très faire bien. autre chose que quelque chose de différent. Tu sais, il y en a un autre là qui d'ailleurs, j'ai lu dernièrement une interview de Nicolas Cage qui expliquait comment justement dans son type de jeu il amenait des outrances on va dire qu'il assume totalement dans cette manière de jouer, qui fait que Nicolas Cage joue comme Nicolas Cage. C'est spécial. Ouais, il Il y est a très des aimé pour actes- ça. Il y a des acteurs, alors que quand tu l'as vu dans des films plus sérieux, il s'est joué ça de manière plus sérieuse. Mais Nicolas Cage, comme Shatner, sont pas des comédiens, ce sont des acteurs. Des gens qui savent se mettre en scène, qui se mettent en scène. Et même si tu trouves ça extrême, bah, tu adhères quand même. C'est assez rare. Sinon, tu as quelqu'un qui fait on va dire, du cabotinage. Mhm. Voilà. Eux, ils sont à la fois cabotins, mais ça passe. Enfin, c'est spécial, c'est très rare. Ouais. Donc, non, par contre, Patrick Stewart n'est pas comme tout acteur, il peut cabotiner à sa manière. Mais oui, il est dans un registre plus, comme tu veux dire, pour toi, droit comme un lit shakespearien qui te fait ses répliques, même d'une manière ou d'une autre. Mais pour toi, c'est pas un petit malfrat à 2 balles, là, pour toi, t'y crois pas. Mais même quand il se déplace, des fois, tu le vois se déplacer. Moi, ça me choque toujours. Enfin, ça me choque entre guillemets. Il y a un moment dans l'épisode où ça se voit quand il se déplace d'un point à un autre du vaisseau dans la même pièce. Il se déplace et ses bras ne bougent pas. Tu sais, quand tu marches, t'as tes bras qui, tu fais bouger un petit peu tes bras, tu vois. Et tu vois, Patrick Stewart, il se lève, il se déplace, il est droit comme un pinson, et ses bras ne bougent quasiment pas. Tu vois. Guillaume, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, Patrick Stewart. Patrick Stewart se déplace pour de la thune. Non, d'accord. Donc là, peut-être que la prod, je sais pas pour X raison, ne lui avait pas donné le prix. Ah, le budget pour les bras, oui, d'accord, Voilà. oui, bah oui. Mais N'importe quoi. il est pire que Chris Pine pour négocier ses contrats, lui, ou quoi? Bah oui, mais tu sais, à la fin de Violence. la saison 2, là où, tu sais, il devient Locutus et tout, là. C'était une renégociation de contrat. Oui. Ouais, Mais ouais, après, ça c'était ça va, intéressant. C'est, Bon. Ah, ok.
On avance un peu. Le pirate et ses comparses, moi ça m'a fait, enfin surtout le capitaine dont j'ai pas noté le nom, il m'a fait vachement penser à Khan dans son look. Khan et les Beach Ah, c'est vrai, Boys. il y a un air. Les cheveux là, tu vois, tout en l'air, le torse. Voilà. Non, personne ne peut être comme Ricardo Montalban. Non, déjà, personne tu vois. n'arrive à la cheville de Ricardo Montalban, mais je trouvais qu'il y avait une petite inspiration assez bienvenue du coup, parce que tu vois, dans Star Trek on a rarement des personnages à ce point en dehors de la loi, au point de on avait eu un contrebandier au début de TNG je crois, mais on a rarement des espèces de je sais pas ce que c'est des esclaves en fuite, c'est un peu parce que depuis tout à l'heure j'utilise le mot pirate, mais c'est pas vraiment des pirates. Hein. Rémi, n'oublie jamais que il y a une matrice au début des années 80. Oui, on a Mud, ouais, c'est vrai. Non, qui s'appelle Mad Max. Ouais. Et qui pose un ensemble de codes ou tu vois, d'éléments sur qu'est-ce que c'est que d'être à la marge et destroy. En parlant de Mad Max, j'en profite pour faire de la pub pour un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Mad Max, l'ultra-violence au cinéma, partie 1, écrit par le plus grand fan de Mad Max français, c'est une encyclopédie vivante, Melvin, je cherchais son prénom, désolé, que vous pouvez entendre de temps en temps dans le podcast En attendant Godard, qui est une personne très intéressante, je trouve, et il vient de publier son livre à l'instant, là il y a 2 jours. C'était de l'auto-édition, donc pas de l'auto-édition, mais un crowdfunding via Rififi Édition, et c'est très intéressant. Je vous invite assez vivement à acheter ce livre si vous vous intéressez à Mad Max. Moi je vais dire simplement que même Johnny a eu sa période Mad Max, c'est dire. Ok, merci. Ouais. Non, mais il y a pas un épisode dans TNG justement, alors je m'en souviens plus. Je me souviens juste qu'à la fin de l'épisode, Riker il est obligé de tuer un des personnages parce que c'est une arme biologique et elle veut tuer quelqu'un. Oui, c'est dans les premières saisons. Et où tu as effectivement une jeune femme qui veut se venger d'un haut dignitaire sur une planète et tout ça. Et en fait, elle veut, je crois qu'elle veut se faire exploser près de la personne en question. Et Riker a développé une relation avec elle et tout ça, et à la fin, il est obligé de la tuer, de la vaporiser, sinon, tout le monde meurt, quoi. Et au début de l'épisode, ils sont sur une planète où les gens ont un style très post-apo qui rappelle Mad Max, justement, il me semble bien. Ok. On peut parler de ma chouchou, de Robin Curtis, s'il vous plaît. Elle a du style. C'est ce que je disais par rapport au costume tout à l'heure, tu vois qu'il y a eu un traitement très différent pour son costume à elle et pour les autres contrebandiers, en fait. Je trouve. Au final, c'est parce qu'elle est au centre de... Attends, les Robin Curtis. Mais la Romulienne. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Voilà. Mais elle est au centre, mais tu vois qu'elle aurait pu être habillée comme les autres pirates, mais elle l'est pas en fait. Et du coup, ça lui donne déjà un air totalement singulier, si tu veux. Mais après, j'avais pas reconnu Robin Curtis, donc. Ah oui, mais moi non plus en fait. Oh là là. Moi, pourquoi tu dis ah ouais quand moi je te dis je reconnais pas quelqu'un? Oh merde, excuse-moi. Non mais parce que je viens d'aller checker qui était Robin Curtis, ce qui est complètement débile parce que je l'ai rencontré en plus, mais ok. Mais non, mais effectivement je l'avais pas du tout reconnu moi non plus. En fait je trouve ça dingue à quel point vraiment avec les maquillages ils arrivent à totalement changer le visage. Mais Margot, si elle la reconnaît pas, alors moi. Oh là là. Margot, tu consultes ou pas pour un Alzheimer précoce ou je devrais probablement. Moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fait des petites recherches sur l'épisode. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils ont rappelé Robin Curtis? Alors, j'ai rien. Elle a pas l'air particulièrement heureuse d'être là. Il y a quelques photos de tournage où elle fait la gueule. Il y a pas de témoignage ou quoi que ce soit, alors que tous les autres acteurs disent qu'ils étaient contents d'être là, qu'ils étaient heureux de jouer dans Star Trek. Il y a comment il s'appelle le tenancier du bar, Stephen Lee, qui est décédé lui aussi il y a très récemment. Donc je sais pas pourquoi. C'est joyeux. Dès que tu me parles de quelqu'un ce soir. Non, mais lui c'est un acteur. C'est le genre d'acteur que tu connais forcément sans connaître son nom. Il a joué dans toutes les séries des années 80-90, et lui il était content d'être là, le mec qui joue le capitaine il était content d'être là, et Robin Curtis, qu'est-ce qu'elle fait là? On ne sait pas. Elle revient pour jouer une Vulcaine romulienne, donc c'est un petit clin d'œil à son personnage dans Star Trek 3, mais rien de plus, et je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est là. Bon, après tu sais, l'année d'après Star Trek 4 elle a joué dans Supercopter,
dans un épisode de Supercopter, un personnage Et comme ça. du coup, moi, je suis allé chercher, je je suis allé chercher sur Wikipédia sa carrière. Donc, il faut savoir qu'elle a arrêté d'être actrice pour devenir agent immobilière. Bon. Et faire des one woman shows aussi. Mais du coup, j'ai regardé son dernier film hier soir. Je l'ai regardé. Ça s'appelle Santa with Muscles, le Père Noël avec des muscles. Et pourquoi je l'ai regardé? Parce que il y a Hulk Hogan qui joue le Père Noël dedans. C'est très D'accord. c'est débile. C'est un film d'une nullité Tu abyssale, comprends mais qui qu'elle est a arrêté très le drôle. cinéma après ça? Ouais, voilà, la pauvre. Mais il y a un gros écart. Il y a une dizaine d'années entre le film d'avant et celui-là. Enfin bon, bref, et ça m'a attiré mon regard quand j'ai vu marquer Hulk Hogan. Je me suis dit tiens, les deux ensemble. Tu sais, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Et c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, j'ai réalisé aujourd'hui que le film français super-héros malgré lui est un genre de repompe de ce film parce que c'est un peu le même scénario dans Santa with Muscles. Hulk Hogan, il tombe, et il est déguisé en Père Noël, il tombe, il se cogne la tête, il se réveille, il est amnésique, et il y a quelqu'un qui lui dit tu es le Père Noël. Et du coup, il croit qu'il est le Père Noël en fait. Et c'est assez marrant. Et il casse la gueule à des méchants qui veulent. Bon bref, voilà. Mais Rémi, Les méchants qui veulent gâcher Noël. je sais que tu as un film sur Hulk Hogan joué par Chris Hemsworth qui va sortir. Ah bon? Oui. Quand ça? Je sais pas, ça va être dans l'année ou en 2023, mais c'est génial. J'ai jamais entendu parler de ça. C'était qu'à voir la prise de masse de Hemsworth, qui en avait vraiment, tu vois, il avait vraiment il avait besoin de prendre déjà. de la masse en plus. Hein. Et Ouais. d'ailleurs, Ah oui, c'est sûr, oui. Hulk là dans ce film, il est particulièrement en forme. Il est alors Hulk Hogan, c'est un mec qui est extrêmement musclé, mais qui est aussi profond que large que haut. Tu vois, il est cubique. Et ben là, il est très large et très haut, mais il est maigre. Il y a que du muscle, c'est incroyable dans ce film. Ah oui. Alors ça s'appelle des stéroïdes avec dans les années 80 un certain nombre de substances pour sécher et qui est abonné à des c'est son personnage en fait au début du film est un espèce de millionnaire ou milliardaire parce que il vend des produits énergétiques comme ça, donc on le voit manger d'une espèce de soupe verte dégueulasse. Des substances spéciales. Hein, ouais, tout à fait. Mais bref, de toute façon, tu verras, tape Hulk Hogan Chris Hemsworth et tu vas voir la masse qu'il a prise, c'est impressionnant. Ouais, j'irai voir. C'est super, merci pour cette information qui m'est capitale et qui va égayer mon début d'année. Robin Curtis, comme beaucoup d'acteurs et d'actrices de Star Trek, elle a aussi joué dans Babylon 5. D'accord. Où elle joue Kalika Qual-Misra, la matriarche Abai. Ok, c'est à noter. Voilà. On est d'accord, du coup, là c'est officiel, hein, Star Trek pour la Lune est nouveau vraiment sur les rails. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le point Planète des Singes, on a eu le point catch, on a tous les points là, non? Il manque le Dragon Ball. Oh, je l'avais oublié celui-là. Bon, bref. Responsable. Est-ce qu'il y a des trucs à dire de plus sur la pierre de Gaulle? Moi, oui, alors. Vas-y, Thierry. Juste au tout début, il tombe sur un informateur iridien. Et je trouve ça rigolo parce que j'ai l'impression que c'est un peu alors on l'a pas vu souvent, mais c'est un peu le cliché des iridiens dans Star Trek, c'est que c'est des informateurs. Et est-ce que c'est pas le même acteur à chaque fois? Il s'appelle Irnak d'ailleurs, et non, c'est pas le même acteur et c'est pas le même personnage que celui dans DS9. Sin of the Father. Non, il est dans l'épisode où Worf retrouve. Tu sais, c'est l'épisode crossover entre TNG et DS9. Oui. Voilà, où il y a un autre iridien qui est aussi un informateur et qui lui aussi finalement se fait soutirer ses informations sans faire de profit. Il faudrait qu'ils arrêtent d'être informateurs, c'est pas, ça leur réussit pas trop. Mais bon. Voilà, et j'avais trouvé ça un peu rigolo, quoi. C'est voilà. Et du coup, t'allais dire quoi, Rémi? Oui, il y a une phrase miroir à la fin du premier épisode. Le capitaine des pirates dit à Galen, à Picard, I am aware of the tactical situation.
Et au début du deuxième épisode, c'est Data qui dit à Worf, I am aware of the tactical situation. Et on a deux trucs assez intéressants en fait dans tout le long de ces deux épisodes. À chaque fois que les deux vaisseaux se rencontrent, on a pour une des rares fois dans Star Trek le point de vue des deux vaisseaux. De la passerelle des deux vaisseaux. Alors qu'habituellement, on a que le point de vue de l'Enterprise et de temps en temps quelques images de l'autre vaisseau. On sait pas trop ce qui se passe, on les voit bouger, machin. Et là, pour le coup, on voit les deux vaisseaux, ce qu'ils font, comment Riker et Data communiquent l'un avec l'autre depuis les deux ponts séparément. Mais aussi, on a deux capitaines qui s'affrontent en voyant le truc, un point de commun de plus avec la colère de Khan. Ça, c'est le premier épisode où on a vu ça, c'est l'épisode avec les Romuliens dans la série originale. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Avec celui qui est joué par Mark Lennard, j'ai oublié le nom de l'épisode, mais vous voyez duquel je parle. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est assez sympa, ouais. Puis justement, t'as tout ce jeu où il faut que Picard et Riker évitent qu'il y ait des morts, et en même temps qu'ils soient crédibles dans leur couverture. Et ça crée tout le temps une tension, et tu vois ça tout le long, quoi. Et tu te dis à chaque fois, il va griller sa couverture. Non, il a trouvé un truc. Non, il va griller sa couverture. Mais limite, moi j'ai plus peur. En fait, dans l'épisode, c'est ça aussi que je trouve que c'est une bonne construction de personnage. C'est comme la Romulo-Vulcaine, Romulo, hein, voilà. Alors, parce qu'on sait jamais ce qu'elle est, elle, voilà. C'est ça aussi que je trouvais bien, c'est qu'en fait, t'es plus angoissé que les autres. Et en fait, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans l'épisode, hein, découvre le poteau rose que le capitaine en question. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que on te dit, donc c'est Picard qui le dit à un moment donné à la Romulo-Vulcaine, il lui dit, mais de toute façon, ce mec-là, je préférais que tu dises vulcano-romulanaise. Oula. Vulcanienne romulanaise, ça te va? Je me sens pas super là. Quoi, tu te sens translucidique là? Et non, mais en fait, tu vois, c'est à un moment donné, Picard dit à la Romulo-Vulcaine, du coup, il dit, mais ce mec, il est pas compétent en tant que capitaine, il tiendrait pas 5 minutes s'il avait pas son petit gadget. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vrai, c'est le mec est absolument incompétent en tant que capitaine, c'est un truc de malade, à tel point qu'il se fait manipuler et par Picard d'un côté et par Riker de l'autre. Et en fait, c'est vraiment facile pour les deux, mais normalement, après, tu t'attendrais pas à ce que ce puisse être aussi facile pour les deux. Mais c'est vraiment facile pour les deux. Limite, limite, si à un certain moment, ils en rigolent pas, quoi. Quand Riker va voir Picard, il dit, que c'est Picard qui dit, vous devriez pas être là. Ah, si, il veut que je vienne votre pote. Bah, écoute, vas-y, permets-nous de nous retrouver entre nous et de fomenter un plan contre toi plus efficacement. Mais vas-y, gros. Mais vas-y. Il se fait manipuler que par Riker et Picard, il se fait aussi manipuler par T'Pol. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et T'Pol, c'est la seule qui découvre le poteau rose en plus. Oui. Voilà. Mais du coup, limite, quand t'as Picard et Riker qui transmettent des données ou qui font semblant d'eux, limite, moi, à chaque fois dans l'épisode, j'ai plus peur que ce soit les autres, genre l'ingénieur en chef qui dit, mais ce qu'il fait, c'est pas normal, là, que le capitaine qui les découvre, en fait, en plein milieu, tu vois. D'ailleurs, je sais pas lequel c'est, si c'est l'ingénieur en chef ou un autre, mais je me suis fait la remarque, lui, il a des cheveux de Kaizen. Il y en a un qui a une perrucasse, de cheveux, c'est pas le capitaine. Et tu te dis ça, ce sera réutilisé pour les Kaizen d'envoyer des chefs, c'est obligé. Un truc que j'ai bien aimé vers le début, dans la première partie, c'est quand Riker il appelle l'amiral quand l'amiral appelle Riker plutôt, pour lui dire qu'il a reçu le message comme quoi Picard est mort, et que Riker, je sais plus, il lui propose de faire je sais plus quoi, et Riker il lui dit non, je voudrais enquêter. On est les plus proches, je suis certainement le plus motivé pour trouver sa mort, etc. Et je me suis dit, ça fait scène de film de flics américains. Oui. Où t'as toujours une dispute dans le bureau entre le commissaire de police et les enquêteurs. Et puis il y en a un qui jette sa plaque par terre et puis qui dit je me casse puisque c'est ça, puis qui va enquêter tout seul de manière illégale. Machin. Et là, Riker est soutenu par sa hiérarchie. Mais ça, je trouve ça très étrange. Le gars lui dit, ok, vas-y, c'est vrai, t'es compétent, t'es là, t'es sur place, vas-y, enquête. Je vous mets je sais plus comment il dit, mais en gros, ils sont libres de mission le temps que l'enquête soit terminée, quoi. Alors en français, il dit, je place officiellement l'Enterprise en mission d'enquête. Ah bah voilà, ouais. Ça marche. Et je sais pas, j'ai trouvé ça
Enfin, ouais, j'ai trouvé ça pas mal, parce que pourquoi forcément la hiérarchie serait toujours dans le mauvais camp, tu vois. Même si bon, je suis pas trop fan de hiérarchie en général, mais là pour le coup, elle existe dans Starfleet. Ah bah la hiérarchie. Et comme Starfleet est quand même censé être une organisation qui est plutôt positive, bah ça a du sens quoi que le gars lui dise oui, ok. Et voilà, j'ai trouvé ça marrant parce que ça détournait le cliché des séries policières Mais je américaines, quoi. trouve ça quand même très étrange parce que je sais pas, enfin je trouve étrange de la part de Starfleet d'accepter ça alors que ben justement si le capitaine est mort, l'équipage est trop, enfin je trouve, moi j'aurais dit non. Après on m'a déjà traité de petit chef donc quelque part. Ouais, mais justement, c'est pas une force. Starfleet ne se définit pas comme une force de police. Donc, il n'y a pas nécessairement les mêmes réglementations de dire vous êtes trop émotif ou trop mêlé personnellement à ça pour pouvoir enquêter vous-même dessus. Et puis là, on parle quand même d'un vaisseau qui a 1 millier de personnes à bord. Donc, en termes on va dire de diversité d'opinions et de gens qui vont plus savoir faire la part des choses que d'autres, c'est peut-être aussi pour ça que l'amiral les laisse, quoi. Tu sais qu'il y a Data. Data n'a pas d'émotion. Si Data il veut dire à Riker, bah mec, là tu fais de la merde, il va le dire, tu vois. Ouais. Donc quelque part, moi ça m'a pas semblé incohérent, ouais. Ok. Ouais, je pense que c'est ça, ils font confiance à l'équipage pour être raisonnable, quoi. Ils l'ont assez prouvé par le passé. Et... Puis enfin, même moi, je vois ça c'est comme une ça. base aussi. C'est une base chez Starfleet de dire bah il faut qu'on sache faire la part des choses, tout simplement. On peut pas se comporter de façon rude quand on veut, juste parce qu'on veut se venger. Il faut qu'on sache se maîtriser et voilà, c'est un petit peu une des bases pour être un bon officier aussi. Oui, d'ailleurs, les épreuves qu'on voit à l'Académie de Starfleet, pour le peu qu'on en voit, ou même les épreuves que passent les officiers pour passer commandeur, par exemple, ça va dans ce sens-là, justement. Apprendre à avoir de la maîtrise de soi et prendre les bonnes décisions. Et différencier ses émotions personnelles de son jugement personnel de ce qui doit être fait en tant qu'officier. Ouais. Et alors, au final, c'est un épisode très particulier quand même, si on le compare aux autres épisodes, pas simplement par le fait qu'il soit un double épisode, mais déjà par sa construction. C'est-à-dire qu'on a... Est-ce qu'on est vraiment dans un épisode de Star Trek ? Ah bah, c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que je trouve que ça marche en tant que film, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup de doubles épisodes de Star Trek qui sont beaucoup plus ancrés dans la continuité que celui-là. Celui-là, il a une certaine indépendance quand même. Même si on a besoin de savoir ce que c'est que les Vulcains, qui est Picard, qui est Data, enfin voilà, qui sont les personnages. Mais à part ça, c'est une intrigue qui se passe quasiment en dehors de Starfleet. L'enjeu de l'arme, ça pourrait être... T'as pas forcément besoin enfin, même si ça nous apporte un plus de savoir que d'en apprendre sur la mythologie vulcaine, etc. En soi, quelqu'un qui connaît pas les Vulcains, c'est pas grave, quoi. Quelque part, ils savent qu'il y a une arme dangereuse, c'est un MacGuffin, quoi. Il y a rien de plus simple. Et ce qui tourne, c'est c'est les enjeux entre les personnages, mais à l'instant T, quoi. C'est-à-dire, genre, la plupart des personnages qu'on suit dans l'épisode, c'est des personnages qui viennent d'arriver, c'est les pirates, entre guillemets pirates. Et donc eux, bah justement, la dynamique, elle s'introduit tout de suite, quoi. Ouais. Donc ouais, il a un côté. C'est pour ça que j'aurais bien aimé que Charles soit là ce soir. C'est dommage pour qu'il nous dise ce qu'il en a pensé d'un point de vue néophyte, mais bon. Ouais. Bon après, est-ce qu'il compte encore comme néophyte, Charles, maintenant ? Bah écoute, il faut lui demander. Il commence à bien connaître quand même à force qu'on les... Ouais, bah TNG par exemple, à part les films et le pilote, je crois pas qu'il ait vu quoi que ce soit. Ah d'accord. Bon bref. Ok. Bah écoutez, d'autres choses à dire ? Pas moi en tout cas. Pas moi non plus, je crois que j'ai tout dit. J'ai juste bien aimé au tout début quand Riker arrive et que Picard il est là, ah il faut le tuer, c'est un pourri, il va nous apporter que des problèmes, et c'est celui qui est le plus agressif envers Riker. Ouais. Et en fait quand t'as la panne, tu comprends que c'est Picard qui a fait exprès pour que Riker du coup se donne le beau rôle, et en sachant qu'il allait pouvoir réparer.
et limite, j'ai trouvé presque dommage enfin, c'est bien qu'il l'explique, mais quand Il y avait pas besoin. quand ils arrivent à se parler et que Riker dit merci d'avoir d'avoir saboté le truc pour que je répare. Ouais, il y avait pas vraiment besoin. Après, ce qu'il va s'en dire va toujours mieux en le disant. Mais j'ai bien aimé parce que tel que c'était tourné, on comprenait de suite le truc. Ouais, quoi. le non-regard de Picard, il le regarde pas dans les yeux, du coup tu comprends qu'il y a un truc. Et ça crée une espèce de connivence avec le spectateur qui se dit moi je suis dans le coup aussi, j'ai compris. Ouais, c'est assez cool. Ben tu vois, ouais, voilà, une fois de plus, moi j'étais moyennement chaud quand j'ai vu de quel épisode il s'agissait, mais en fait bonne surprise et le fait d'en discuter avec vous là, ça me fait encore mieux apprécier l'épisode. Donc ouais, merci à ton ami Thierry. Ça lui fera une belle jambe. Bah oui, ouais. Bah, je sais pas si elle nous écoutera, mais bon, salut Romy, merci pour l'inspiration. Un dernier truc, T'Pal, la Romulienne, en fait, au final, la Vulcaine. Est-ce qu'on sait vraiment? Ouais, voilà, c'est la question que je me pose. C'est, il me semble pas que dans l'épisode, on sache vraiment si c'est une Vulcaine isolationniste ou si c'est une Romulienne infiltrée qui essaye d'en profiter pour mettre le bazar. Moi aussi, je me posais la question. Je pensais que c'était vraiment une Vulcaine isolationniste en fait, qui voulait se servir de l'arme et tout ça, parce que, enfin, je sais pas, ça me semblait logique, mais. Moi aussi. Ah, moi je me pose pas la question, mais de toute façon les Romuliens ils ont pas de capacité mentale comme ça. Oui, mais là l'artefact ne réagit pas à tes capacités mentales. C'est ça aussi que je trouvais ça. Bah, en fait, c'est ça que j'ai trouvé inventif dans cet artefact-là, c'est que c'est pas la puissance psychique de son porteur qui est nocif pour les autres, c'est la leur. Tu deviens toi-même la cible si quelqu'un te pointe l'artefact en face. C'est ça que j'aime bien dans cet artefact-là. Moi, c'est justement pour ça que Picard dit aux autres, faites le vide dans vos pensées, ne prenez pas vos armes, ne pensez à rien. Parce que justement, elle le pointe dessus et l'artefact se sert justement des émotions de ses cibles en face de lui pour les tuer, en fait, pour leur faire du mal. J'avais pas compris ça. Si on avait pu pointer ce truc sur Burnham, putain, ça aurait été bien. C'est dingue. Le mec, il parle 3 fois. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, tu sais, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça m'a donné des idées. C'est tout con, mais pour ceux qui ont vu Enterprise, vous imaginez si c'était un Inar qui tenait ça? Oui, voilà, exactement. Là, pour le coup. La personne qui peut te projeter des émotions dans ta tête, c'est-à-dire que tu essaies de faire le vide en toi, t'as l'Inar qui dit non, garçon, non, tu feras pas le vide en toi. Je t'assure. Ce serait ignoble. Merci beaucoup Papa Chat pour ton message. Donc je le cite, il nous dit: vous êtes des magiciens d'un épisode bof bof, vous avez fait un top de Star Trek. Sans rire, vous avez souligné des détails que j'avais méprisés, donc merci. Ben merci à toi, ça nous a fait plaisir. La prochaine fois on te parlera de l'Enterprise en folie, 2e épisode de la saison 1 de TNG. Oh my god. Ou alors on te parlera de quand Crusher fait l'amour avec des fantômes verts. Non, on fera pas ça. Non, il y a encore mieux, si tu veux réhabiliter un épisode, c'est celui où Riker tombe dans le coma et qui fait des flashbacks de la saison 1. Oh non. Ah, mais c'était rigolo. C'est le seul épisode que j'ai skip quand on a revu. Et tu peux pas skip ça. Il sort un Chuck Norris fact. Tu peux pas skip ça, punaise. Non mais, et tu nous fais, t'enchaînes celui de TNG avec Spock qui fait pareil là, tu vois. C'est cerveau de Spock, je me rappelle plus. Enfin bref, tu enchaînes avec. Oui, il se fait kidnapper son cerveau. Mais cet épisode est bien, cet épisode est cool. Cet épisode est 100%, enfin, à 1000% kitsch as fuck. Mais il est drôle. Mais c'est ça qui est bon. Oui. Non, il est juste drôle quand tu vois Michael qui remonte le cerveau de Spock et que puis il le remonte plus Spock à lui. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est comme ça. Attention, pas comme ça. Bien. Ben merci. Est-ce qu'on peut dire un dernier truc sur le résonateur psionique, justement la scène où on le voit fonctionner? Je sais plus qui c'est qui a dit que c'était un peu décevant. Et je suis assez d'accord dans le sens où elle est super lente cette arme. Le temps que ça arrive jusqu'à toi, t'as le temps de tirer trois phasers, je pense que ça vient des effets spéciaux qui étaient pas assez maîtrisés à l'époque. Ouais.
Et c'est pour ça qu'en film ça rendrait bien parce qu'il pourrait pousser le truc plus loin, ça pourrait balancer les trucs dans tous les sens, Oui, et puis, ça pourrait. même en soi, l'arme, elle est pas très pratique. Hein. Il faut la tenir avec ses deux mains, la pointer vers la personne, pas trop loin de ta Mais, poitrine tu sais, ou de ça, ta tête. Donc, c'est un tout grand ça, truc, c'est que, je t'explique, et c'est vieux, donc c'est gros. Ouais. Oui. Ensuite, c'est une arme qui est censée être bourrine, donc elle est lente à manipuler, tu vois. Ça me rappelle, tu sais, comme me disait un ami dans les films des années 50, tu sais, quand il fallait détruire la planète, t'avais une pompe. Tu sais, t'as un truc qui sortait, il fallait pomper, tu vois. Mais tu vois, la pompe, elle était dure. Parce que c'est costaud la planète à faire péter, donc tu vois, le mec, il force, tu vois. C'est un Shadok ou quoi? Non, mais c'est le genre de truc. Mais Moi, j'ai pas compris. dans les années 50, par exemple, dès que t'as une autodestruction, t'as un truc qui est toujours, c'est jamais un bouton où le mec t'appuie, mais tu lui envoies des charges qui vont tout faire péter. C'est très souvent une espèce de, on va dire, de manette que tu dois tourner et autres, et qui a toujours une énorme résistance ou inertie, où le méchant, tu vois, il tourne parce que tu vas détruire une planète, c'est gros, donc faut que le mec il force. Ben là, c'est pareil. L'arme, elle est super bourrine, donc elle est lourde, et puis elle prend du temps, parce que tu vois, si ce truc, ça faisait pipiou, tu vois, ou si ça faisait une zone, ou si ça faisait des trucs. Non, il fallait absolument que le truc soit, pour être dans cette logique, tu peux pas être impressionnant si tu es trop rapide. Bah après, mais après, tu vois, tu peux compenser en te disant que cette arme, elle était surtout active du temps où les Vulcains se laissaient aller à leurs émotions. Et donc, du coup, tu te dis que là, l'arme, les seules personnes qu'elle menace, ce sont des non-Vulcains. Donc, qui ont des émotions, certes, Non, mais mais je qui ne dis, s'expriment pas autant que les Vulcains. Donc, t'imagines la puissance de l'arme si elle était confrontée par exemple à une armée vulcaine en face. Qui fait. Tu vois, c'est un peu ça c'est que, par exemple, ça envoie ces espèces de voiles d'énergie là, ça les envoie un par un, par exemple. Mais on sait pas, on sait pas en fait. Peut-être qu'il y a des modes c'est ce qu'on envoie, tu vois. si tu veux. Oui. Et elle, toute seule, elle a 5 personnes en face d'elle, puis elle envoie les trucs un par un, piou. Voilà. Et tu sais, ce qui marcherait bien en film, justement, c'est que ça en envoie dans tous les sens, et que, comme tu dis, justement, la scène que tu décris, tu vois, le truc face à une armée vulcaine en face, ce serait de voir ça dans le film, tu vois, voir une armée vulcaine détruite par le truc. Ouais, tout à fait. Parce que c'est tel qu'ils en parlent, avant qu'on la voit fonctionner, tel qu'ils en parlent, ça a l'air d'être un truc super dangereux qui pourrait détruire des flottes de vaisseaux entières. Et puis au final, tu la vois, bon bah ça peut tuer des mecs un par un s'ils bougent pas et s'ils sont plutôt sages, quoi. Après, tu vois, ça dépend. Après, c'est con, mais ça dépend peut-être aussi de l'impulsivité des gens. Genre, tu vois, par exemple, tu vois que c'est lent par rapport à Picard, etc. Mais c'est quand ils essaient de se calmer, justement. Donc, du coup, le machin apparaît, mais ne peut pas faire grand-chose et reste très lent, en fait. Enfin, moi, j'essaie de l'interpréter comme ça, si tu veux, pour excuser les effets spéciaux. On peut toujours le justifier une universe, mais... Si tu veux poser les choses vraiment quand tu fais du world building, déjà, ton arme, elle a un effet de zone, elle a un effet ciblé. Elle est, est-ce qu'elle est centrée sur la personne en faisant des vagues, tu sais, qui peuvent centrer sur la personne et qui seraient projetées de manière, tu sais, dans des cercles concentriques Ils avaient pas le temps, larges. Ça aurait dû être un triple épisode parce que même le capitaine, il meurt beaucoup trop tôt et trop vite dans le deuxième épisode, et il y a un truc qui cloche dans la temporalité de cette deuxième partie. Moi j'aime bien justement qu'ils zappent le côté où il meurt et qu'on arrive sur l'enquête. Je pense honnêtement que ça aurait dû être développé sur un troisième épisode. Non mais alors déjà, moi je pense que Star Trek est le format de Star Trek, c'est les vrais arcs, c'est les 3 épisodes, c'est ce qu'a montré Enterprise. C'est justement là où tu permets de vraiment traiter avec 3 arcs, avec profondeur et rythme. Mais même 4, non, Enterprise, ils font pas 4 grand max à certaines 4, je trouve que justement tu commences à délayer. Tu commences à perdre. 3, c'est exactement ce qu'il faut pour avoir tout, à la fois le rythme et on va dire l'approfondissement. Là, on en a 2, mais clairement, tu sens très bien qu'ils ont une idée symbolique de la fin. Ils ont leur milieu avec ce jeu de faux semblants où les acteurs peuvent s'amuser à jouer autre chose, à faire des liens, où on va pouvoir mettre Data, parce que l'une des idées, c'est bon, qu'est-ce qu'il faudrait pour que Data il prenne le commandement? Bah, il faudrait qu'il n'y ait ni Riker ni Picard. Bon, où est-ce que tu les mets pendant que c'est ça? Parce que tu vas en avoir un sur une mission, mais on n'a jamais eu dans Star Trek 3 histoires vraiment en même temps. C'est-à-dire, tu aurais Picard d'un côté, tu aurais Riker de l'autre. Donc, il faudrait que les deux puissent quitter le vaisseau. Comme ce sont des personnes qui sont, contrairement aux nouveaux auteurs, assez cohérents avec des modes de raisonnement et d'action militaire, s'il y en a 2, c'est pas pour rien. C'est qu'il y en a un qui reste sur le vaisseau pendant qu'il y en a un qui va en mission, mais jamais les deux sont en mission. À part, même le cas où, non, Picard aurait dû être, pendant qu'on nettoie l'Enterprise, là.
Tu sais, on essaye de le piquer, il y a un truc et tout. Picard se retrouve. Oui, l'épisode où il y a Tim Russ dedans. Ouais. Ouais, où il se reste piégé et tout. Mais là, justement, tu vois, il y a une trick A, une trick B. C'est une des rares fois où les deux devraient être au sol et pas sur le vaisseau, mais parce qu'il y a personne sur le vaisseau. C'est pour ça qu'il y a une chaîne de commandement. Donc là, il fallait que les deux soient dans une autre histoire. Donc c'est pour ça qu'ils ont imaginé ça. Mais je pense vraiment que le cœur de l'épisode est supérieur à sa résolution, qui, somme toute, casse pas trois pattes à un canard, même si on aime bien la symbolique. Moi, c'est surtout que tu arrives, faites le vide en vous. Ça y est, t'as vu, je te fais le vide. Comme ça. Salut, je suis Worf, je veux tataner tout le monde. Mais ouais, Worf, ça m'a regarde, trop choqué. hop là, je ne suis plus qu'amour. Alors, au début, oui. Au début, je me suis dit Worf qui fait le vide en soi, vu que c'est un Klingon. Et en fait, après, tu te souviens quand même que Worf, il médite. Ouais, il a des compétences martiales. Tu vois, non, mais même des compétences martiales, mais des fois, il médite, il fait des rituels, etc., pour se calmer, justement, pour être en paix. Donc, ça m'a pas plus surpris que ça. C'est pas ça, c'est que le truc, c'est faites le vide en vous. Ça y est. Alors qu'on arrive, on a déjà un peu d'adrénaline. Tu sais, on retrouve le capitaine, on retrouve le truc, etc. C'est pas, on arrive, on a le temps de s'imposer. C'est à peine on arrive que Picard dit faites le vide en vous. Et tu te dis, je sais pas, il aurait dit à Riker sauter sur un pied joint sur un pied, il l'aurait fait. Enfin, tu vois, c'est le truc, c'est juste à la fin où faites le vide en vous, les mecs ils font le vide. Eh ben ils sont très obéissants. Bien, voilà. on va pouvoir en terminer. Mais il n'est pas obéissant. Non, surtout à Matou. Merci beaucoup Matou d'être venu nous parler de Gambit. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Ça la veut dire prochaine que émission, c'est non, toi c'est celle d'après. D'accord. Non, c'est pas grave. La prochaine émission c'est mon idée, mais on parlera du sujet plus tard. Bonne soirée Margot. Merci beaucoup d'être venue parler de la pierre de Gambit. J'espère ne pas avoir trop été coupé au montage. Je suis désolé. Non, après, ça a enregistré les 18 premières minutes et je crois que ça faisait une vingtaine de minutes quand ça a coupé. Donc, t'as perdu 2 petites minutes. Désolé. D'accord. On verra. Je te présente toutes mes excuses. Mais c'est pas ta faute, hein. T'en fais pas. C'est Discord qui. C'est Data qui a foiré. Super, je me rattraperai à la prochaine émission. Allez. Merci beaucoup, Guillaume. Bonne soirée. Merci pour l'invitation et puis à une prochaine. J'espère qu'on en fera d'autres et j'espère que les idées que tu as énoncées le mois dernier quand on a fait l'émission sur le comics, tu vas les garder. Parce que je veux faire une émission sur le comics de Kitomer. Oui, ça je le garde. Je pense qu'on le fera probablement mai-juin parce que je suis un peu plus posé et j'ai un rythme un peu moins actif. Donc j'aurai 2023 le temps de relire le bouquin. Comment ? Pour la sortie du prochain Star Trek. Allez. Merci beaucoup Dragor déjà pour cette émission et pour cette émission. Voilà. Merci. Ouais, c'était cool et t'inquiète pas Guillaume, j'oublie pas, on est dans Star Trek pour les nuls. Hop là. Ciao. Just worrying about future, the things we've done and said. Like to push the button, we'd be better off dead.